cette première réunion du séminaire à la reconstruction dans sa quatrième année. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Victor Rosenthal du Centre Georg Simmel de l'EHESS à Paris sur le thème Parole intérieure et institution de l'intériorité. Victor Rosenthal est à la fois interdisciplinaire, soit indisciplinaire. En tout cas, il a été d'abord chercheur à l'INSERM avec une formation en psychologie, en neurosciences et en intelligence artificielle sur la modélisation. Ses recherches s'inscrivaient alors dans le cadre de la neurolinguistique, de la psycholinguistique, de la modélisation et plus récemment, il il a élargi son point de vue vers la sémiotique et l'anthropologie. Vous avez vu peut-être dans l'information qui était associée à son résumé, la bibliographie qui témoigne de l'étendue du problème de la parole intérieure, puisque il y a des théoriciens littéraires, il y a Paul Valéry, il y a Vygotsky, il y a des philosophes. Vous voyez, c'est un problème qui est tout à fait interdisciplinaire. Je voulais simplement maintenant, pour donner le ton du problème, lire quelques passages d'une recension de Victorine de Oliveira qui a été publiée en 2019 dans Philosophie Magazine. C'est c'est une recension de l'ouvrage de Victor Rosenthal, Quelqu'un à qui parler, une histoire de la voix intérieure. C'est un truc que nous faisons tous sans vraiment l'avouer, parler tout seul en nous adressant à un interlocuteur imaginaire ou à nous-mêmes. Cela prend des formes variées, du monologue continu au dialogue délibératif, en passant par l'exclamation du type que je suis bête, et cela n'a rien de pathologique, au contraire. Le psychologue et anthropologue Victor Rosenthal voit dans les compagnons imaginaires des enfants les premiers développements de cette pensée vocalisée qui a tendance ensuite à devenir muette. Un peu comme on lit dans sa tête après avoir appris à lire à voix haute. Même intérieure, la voix reste physiquement incarnée. Et de ce phénomène étrangement peu commenté, Rosenthal fait la matière de notre vie intérieure, de notre psyché. La cohabitation, je cite, d'instances non identiques qui forment la personne est largement une cohabitation de voix. Les Grecs anciens la matérialisaient sous la forme du démon et nommaient épilégein, ce qui a donné épiloguer chez nous, la pratique de ce colloque muet sur tout ce qui advient. Je crois qu'il y a aussi la dianoïa, c'est-à-dire le dialogue que l'âme tient avec elle-même chez Platon. Bref, Rosenthal défend les avantages de ces dialogues avec soi. Ils permettent d'abord de nous libérer, je cite, de l'asservissement de l'actualité. Ça, c'est tout à fait précieux en nous offrant la possibilité du recul et de la constitution d'un soi autonome. Cet atelier intime où nous discutons seuls de ce qui nous arrive est aussi le terrain où se construit la personne morale responsable de ses actes. Et là, on voit arriver une question éthique importante. Enfin, la voix intérieure pourrait être l'instrument de la connaissance de soi et des autres. Les voix qui nous habitent incarnent des postures, des avis que nous faisons balancer jusqu'à prendre parti, décider que nous suivrons plutôt celle-ci plutôt que telle autre, parce que nous nous y reconnaissons tout en comprenant l'autre. Donc c'est sur cette voie de la délibération, qui est tout à fait de l'ordre de la raison pratique d'une certaine manière,
que nous allons laisser la parole à Victor Rosenthal. Alors, c'est sa parole extérieure, mais vos voix resteront intérieures, et donc je vous recommande de couper les micros si vous ne l'avez pas fait, mais à bientôt pour la discussion qui commencera immédiatement après l'exposé. Victor Rosenthal, Merci François. Et vous m'entendez? oui, tout à fait. Et merci François. Et après avoir lu cette recension, je me rappelais pas. Je crains que je vais me répéter un petit peu, mais je vais essayer quand même de faire un exposé comme si personne n'était au courant de cet ensemble de questions. Bon, soulignons, par rapport au thème, c'est que l'idée même d'une intériorité psychique, d'un univers à soi en retrait face au cours du monde, dépend de la possibilité de s'entretenir à tout instant avec soi-même. Donc cette possibilité de délibérer dans son fort intérieur, remarquez l'expression fort intérieur, confère à la vie psychique une profondeur délibérative sans pour autant l'enfermer dans un espace clos sur lui-même, sans que cette prise de distance face à l'extériorité ne fasse obstruction à l'actualité ou ne dessert le fin corset de la vie sociale. En me parlant, j'entretiens en fait une relation sociale avec moi-même. Je reconduis les us de la vie sociale au sein de ma vie intérieure. J'ai fait société à moi-même. Et cette propension humaine à ajouter de la parole à la parole, dire encore alors que tout a été dit, continuer à déviser alors qu'il n'y a personne à qui parler, revient à instaurer un forum intérieur au sein duquel la voix résonne et la parole s'entretient sans être à la merci d'une présence extérieure. La parole intérieure se fait ainsi la puissance instituante de la vie intérieure et dès lors devient un vecteur et régulateur de la vie psychique et sociale. Bon, je reprends ici grosso modo mon résumé, mais je voudrais ajouter à présent trois précisions. En parlant d'institutions, on parle d'institutions lorsque la vie collective fait apparaître de nouvelles formes de conduite, d'action, d'expérience qui donnent sens à d'autres conduites, actions, expériences et leur confèrent une trame commune. Donc, si la parole intérieure est une puissance instituante, c'est qu'elle crée en quelque sorte un nouveau domaine d'action, de conduite et d'expérience. Ça, c'est la première précision. La deuxième, c'est que la parole intérieure ne se limite pas à des formes de paroles privées ou silencieuses, voire à des monologues intérieurs, mais elle concerne toute parole dont le locuteur est lui-même destinataire. Troisièmement, toute parole, qu'elle soit proférée haut et fort ou une petto, est dite par une voix qui l'incarne en même temps qu'elle la médiatise. Et cela lui confère un caractère à la fois corporel, physique et celui d'une instance responsive, c'est-à-dire dotée des propriétés d'une personne, comme un agent, comme une subjectivité, comme une conscience. On témoigne d'ailleurs des expressions en français, avoir voix au chapitre, faire entendre sa voix, avoir une voix qui compte, être la voix de son voix, dont on trouve d'ailleurs des équivalents dans beaucoup de langues. Et dans toutes ces langues, et, et par la voix, on entend bien plus que la voix. Et ces dimensions donc corporelles et responsives font de la voix humaine une véritable instance dont le propos est reçu comme une action effective
et qui confère à la voix intérieure la faculté de se réclamer de nous, par exemple comme notre porte-parole, et pas seulement de nous. Or, toute parole, même intime, attend la sanction d'une oreille, et une oreille, c'est aussi une voix en puissance. Une voix qui profère se trouve ainsi sous la pression du destinataire de son propos, y compris, voire à plus forte raison, quand je suis moi-même destinataire de me dire. Je voudrais revenir maintenant à la notion de la voix intérieure, parce que c'est surtout la notion de la voix intérieure qui m'intéresse ici. En première approximation, on dira qu'il s'agit de cette petite voix que chacun de nous entend dans sa tête. C'était un petit peu dans l'introduction de François et de cette recension des Philosophies Magazine. Donc cette petite voix que chacun de nous entend dans sa tête et qui nous paraît comme étant à la fois la nôtre et pas tout à fait la nôtre. Elle est certainement la nôtre au sens physique du terme et nous l'entendons comme rigoureusement identique à celle qui s'adresse aux autres. Et elle est certainement la nôtre quand elle profère un discours qui nous est destiné et dont nous pouvons assumer la paternité. Je vais être en retard. Il faut que j'aille à la pharmacie. Qu'est-ce que je fous là? Tiens, le temps se lève. L'identité de cette voix paraît toutefois moins certaine lorsqu'elle sert de support à un débat intérieur, lequel implique évidemment au moins deux voix. Ou quand, par exemple, on s'interpelle soi-même. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Et on peut parfois dire aussi, qu'est-ce qui t'a pris? Où on se dit, attends, arrête. D'autant que cette voix peut aussi proférer une parole reçue comme celle d'une extériorité. Ça peut être par exemple la parole d'un être cher absent, père, mère, ancêtre, ami, voire de mort, ou aussi la parole d'une divinité, ou encore cette voix invasive est ressentie comme hostile ou manipulatrice. Les voix invasives peuvent être source d'importants tourments psychiques au cœur de tout un spectre de pathologies mentales. On parle alors de la schizophrénie, d'anorexie ou des entendeurs de voix. Donc voici à grands traits le champ problématique du concept de la voix intérieure tel qu'il apparaît aujourd'hui. Évidemment, il n'est pas illégitime de l'inscrire dans la continuité des travaux neuropsychologiques, linguistiques qui, depuis le milieu du XIXe siècle, ont pour objet le langage, la parole ou le discours intérieur, homologués par ces mêmes dénominations ou encore par celle d'endophasie que je n'utilise pas et je vous dirai plus tard pourquoi. Mais évidemment, cela déborde largement le périmètre de ces dénominations. En effet, comme le montre notre descriptif initial, loin d'une simple modalité de la parole, d'une béquille cognitive, la voix intérieure, avec sa matérialité et sa performativité, apparaît davantage comme une véritable institution de la vie humaine, vecteur et régulateur de la vie psychique et sociale, y compris lorsqu'elle s'incarne sous la forme de gestes et de signes dans le monde des sourds-muets, qui ne sont pas très différents de nous sur ce plan-là. L'étude de ces phénomènes convoque donc évidemment à la fois les sciences sociales, les théories du roman, de la narrativité, du dialogisme, la philosophie politique et morale, l'anthropologie sémiotique, la modélisation, les neurosciences. Notons que les expressions langage intérieur, parole intérieure ou discours intérieur gardent toujours leur légalité descriptive et pertinence linguistique, aux côtés des expressions courantes de la langue telles que soliloque, se dire in petto
ou en son fort intérieur. Mais cette légalité ne vaut que pour la désignation de certaines dimensions de la voie intérieure et des phénomènes qui s'y rattachent. Je voudrais, pour aller plus vite au cœur de nos préoccupations, et, vous dire que vous énumérez un certain nombre de phénomènes qui, dont la prise en compte nous permettra de cerner l'ensemble de cette problématique. Et donc, le décrire un petit peu comme un ensemble fonctionnel et comme un objet scientifique. Donc, il s'agit tout d'abord, bien évidemment, premièrement, d'une voix effective dans sa physicalité et sa vocalité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la voix intérieure, elle mobilise effectivement l'appareil articulatoire. Et, et il y a aussi une gradation vocale, il y a toute une palette prosodique qui intervient. Donc, la voix intérieure, c'est une voix physique, même si elle ne résonne pas extérieurement. C'est aussi une instance symbolique, pouvant valoir notion d'agent, de personnage, d'un droit de volonté. Deuxièmement, la parole adressée à soi-même, il faut la penser comme un mode d'agir qui s'impose spontanément au cours du développement. Et spontanément, ça veut dire sans incitation ni modèle préalable, dès que l'enfant commence à maîtriser les charges verbales. Troisièmement, le caractère des paroles à soi est ici plus fondamental que celui de la parole silencieuse. Le discours intérieur n'est pas nécessairement inaudible. Outre ses formes infantines précoces, produites à haute voix, il existe une multitude de formes adultes et de variantes culturelles tout à fait accessibles aux oreilles d'autrui. Et je vous dirais et par ailleurs, un peu plus loin, que toute conversation a, du point de vue du locuteur, une structure ternaire, c'est-à-dire toute parole consciente d'elle-même, c'est aussi une parole à soi. En vous parlant, je m'adresse aussi à moi-même. Quatrièmement, contrairement à certaines assertions intérieures classiques, là je me réfère à Victor Heger ou à Vygotsky, le langage intérieur ne revêt pas une forme spécifique qui lui serait dédiée, ne pousse pas nécessairement de formes compactes, simplifiées, ne se donne pas obligatoirement une syntaxe appauvrie. Il n'est pas non plus spécifiquement voué à la prédication comme le pensait Vygotsky. À l'instar de la parole publique, celle proférée dans son fort intérieur peut se décliner en une infinité de formes et de modes d'adressage, qui vont des formes simplifiées à de véritables joutes oratoires. Vous en avez probablement pratiqué vous-même, en passant par des dialogues, interpellations, suppliques, exclamations, incantations. Et cette parole intérieure ne revêt pas obligatoirement la forme d'un dialogue ou d'un récit, ni davantage d'un commentaire du genre «Oh, c'est beau, tiens, le temps se lève», ou d'une relance conative du genre «Allez, maintenant, vas-y». Le discours intérieur peut en réalité emprunter librement chacune de ces formes. Et ajoutons que les variations individuelles, culturelles et sociales s'y expriment pleinement. Cinquièmement, la lecture, d'ailleurs aussi l'écriture, non seulement suppose la disposition d'une voix intérieure, elle en réclame le concours. Chacun peut d'ailleurs constater que c'est sa voix qui lui fait la lecture. Si bien que même si la vocalisation, intérieure ou non, n'intervient pas dans toute forme de lecture, elle n'est pas nécessairement exhaustive, lecture et écriture en partie liées avec la voix intérieure. Alors maintenant, sixièmement,
Et je vous dirais que, je rappellerai que dans le brouillon de ce cours au Collège de France sur le langage intérieur, Paul Valéry note cette petite phrase: Qui me parle se parle. Toute parole consciente d'elle-même est en effet aussi une parole à soi. Et si cette triangularité souffre d'exception, ces dernières relèvent des contextes de la parole réduite à sa fonction purement indicative. Par exemple, indiquer la direction à quelqu'un ou, ou montrer l'outil requis. Car dès qu'il s'agit d'une conversation véritable, la parole adressée à un vis-à-vis a aussi pour destinataire celui-même qui la profère, lequel parfois sert même son destinataire primaire. Cette triangularité du rapport conversationnel est l'un des signes les plus patents de l'intégration de la parole intérieure à la structure même du langage. Et d'ailleurs, s'il est vrai que tout discours à soi suppose la disponibilité d'un langage, ni la maîtrise de ce dernier, ni les langues elles-mêmes ne semblent avoir pu atteindre le degré d'évolution qui les caractérise, dans nos sociétés en moins, y acquérir un tel statut de puissance symbolique sans qu'une voix intérieure ne s'incruste dans la vie de chacun et serve de support permanent, répétition, réitération, révision, variation, expérimentation. Bref, sans qu'elle fournisse donc un médium permanent, support mnémotechnique et champ d'intégration et de diversification des formes, et à l'enfant une extension du terrain de jeu. Je ne vais pas aborder cette question directement ici, mais j'appelle ce phénomène, euh, dans mon livre, Atelier d'Alice, en partant d'une petite citation d'Alice au Pays des Merveilles, qui, au moment où elle tombe, tout au début, et pendant même sa chute, elle commente sa chute et s'interroge sur ce qui lui advient. Ensuite, elle spécule sur ce qui se passerait et, et si elle ne revient pas à temps pour nourrir son chat. Et même, elle s'adresse à son chat pour lui dire, Mon brave, j'espère que quelqu'un s'occupera de toi, qu'on te donnera ton lait à l'heure du thé, ainsi de suite. C'est ainsi la parole intérieure devient comme un atelier intime pour expérimenter, pour mémoriser, pour répéter, réitérer, varier les choses, pour créer de la fiction, pour se raconter ce qui nous advient, pour s'expliquer. Huitième point, l'acte de se parler libère, et ça c'est quelque chose que François Assis évoqué tout à l'heure dans la recension, l'acte de se parler libère l'attention du jour de l'actualité mondaine en la mobilisant à sa propre fin et dès lors permet de la porter sur ce que bon nous semble. Ainsi, avec la parole intérieure, le champ de l'attention s'autonomise face à l'actualité perceptive ou sociale et s'affranchit de la dépendance d'un vis-à-vis. Se crée alors un champ temporel où l'attention peut voguer en relative liberté. Cette liberté est critique pour l'autonomie individuelle, elle est indispensable pour la fonction du médium que je viens d'évoquer à l'instant, pour la mémorisation et l'intellection, ou pour tout acte d'imagination propre. Alors, passons maintenant effectivement à la notion, à l'institution. Si la parole à soi est la puissance instituante de la vie intérieure, il n'est pas surprenant qu'elle lui en impose ses propres manières. Pour citer encore Valéry, le langage s'assimile si profondément en nous qu'il fait notre vie. Il participe aux actes et désirs si intimement qu'il en paraît à la fois
la source et l'incarnation. Il introduit les autres en moi et moi chez les autres. Certes, la vie de l'esprit ne se laisse pas capter dans sa totalité par le langage, mais la sémiotique de ce dernier est plus complète, plus universelle et plus flexible que celle des modalités homologues, par exemple picturales, musicales. Le langage paraît d'ailleurs s'être imposé comme le principal animateur et accompagnateur de l'esprit, au prix de l'insérer dans les corsets de ses propres dispositions. Mais l'inconvénient de cette tutelle, grandement compensé par les qualités d'ailleurs que je viens de citer, n'est sensible que quand la langue paraît trahir l'expérience. C'est rare en l'occurrence. Le champ de l'expérience, qu'il s'agisse de la perception, de l'action, de la vie sociale ou de la vie intérieure, est en lui-même fortement imprégné du fond culturel que la langue charrie en son inconscient. L'institution de l'intériorité serait sans objet s'il ne disposait pas de ses propres modes d'action, évidemment. L'usage de la voix intérieure est, dit-on, le premier mode ou médiateur d'action spécifiquement humain, ce qui suppose quelque efficacité. Un nourrisson qui, dans un premier temps, n'est sensible qu'à la dimension purement vocale mélodique du langage, découvre très vite que presque tous les secteurs de la vie humaine sont régis par la parole, que les choses du monde humain se règlent usuellement au son de la voix, si bien qu'avant même d'être capable d'une moindre compréhension de la parole, l'enfant sait, entre guillemets, déjà que la voix et les paroles qu'il profère sont efficaces pour organiser l'affaire de la vie et les relations avec les autres, et pas seulement avec les autres. Le principe de la parole efficace vaut autant pour les échanges avec les autres qu'il ne s'applique au discours intérieur. Il suppose que tout propos vise un effet sur son public et qu'une parole comporte toujours une dimension d'engagement de la part de celui qui la profère. Le pouvoir d'agir du langage, sa faculté unique du gouvernement de soi et des autres, fait appel à la rhétorique, cette boîte à outils relationnels que nous assimilons avec beaucoup d'innocence quand nous apprenons à parler et à vivre en société. De là vient la possibilité d'auto-affection, ce mouvement intérieur qui nous fait homologuer une intention ou transformer un désir en état de fait. Puisqu'il faut une voix pour prendre des résolutions, la parole qu'elle profère doit inéluctablement avoir un pouvoir d'auto-affection. Donc, comme tout propos attend la sanction d'une oreille, laquelle est elle-même une voix en puissance, l'acte de se parler crée de fait un champ intérieur au sein duquel cohabite une dualité ou une pluralité de voix. Des voix qui, au demeurant, ne peuvent rien se cacher. Si je suis en permanence en compagnie du témoin de mes agissements, à qui je ne peux rien cacher, que je ne peux pas faire taire, ou pour un temps seulement, et dont je ne peux pas me séparer, je suis dans l'obligation de rendre des comptes, de me justifier. Et je me trouve dès lors davantage à la merci des voix qui m'habitent que je ne le suis de celles des autres. C'est cette pression intérieure qui nous contraint à distinguer le bien du mal et nous dote ainsi d'une posture morale, une posture qui procède aussi de la sensibilité à l'axiologie primaire et inconsciente que la langue et les attitudes sociales nous lèguent en toute innocence. Or, une posture morale va de pair avec le statut de sujet, au sens agentif du terme, en tant qu'un être responsable de ses actes, mais aussi au sens d'un sujet capable de penser par lui-même, d'initier à tout instant ce mouvement de l'intellect qui se nourrit de son propre élan et dont il est le premier arbitre.
Penser par soi-même, c'est Selbstdenken de Lessing, c'est nourri de son propre élan, pardon, penser par soi-même n'est pas nécessairement indemne de tout conditionnement culturel, social, de tout emprunt, mais c'est la seule action de l'esprit dont nous pouvons assumer pleinement la responsabilité. La pluralité des voix qui nous habitent, des voix irréductibles les unes aux autres, qui se font face et cohabitent au sein de ce qu'il est convenu d'appeler intériorité psychique, cette pluralité forme ainsi un moi composite. On dirait une société à elle-même et instance de régulation psychique et sociale. Si ce moi est censé nous représenter et trop besoin de notre porte-parole attitré, la cohabitation en son sein de plusieurs instances vocales, pouvant chacune faire valoir ses droits, lui confère par force une identité hétéroclite, négociable et sujette à contestation, et en même temps dotée d'un pouvoir d'expression capable à l'occasion d'usurper son rôle, de dissimuler, de mentir, et en particulier de se mentir. D'où notamment la difficulté de se connaître et quelquefois la nécessité d'en déléguer la tâche à un tiers, par exemple un psychanalyste. D'où aussi la situation paradoxale où ce moi hétéroclite, à vertu incertaine, fait néanmoins office de l'instance de régulation psychique et sociale la plus complète qui nous soit donnée. Une régulation sûrement imparfaite, mais qui semble suffisante pour mener une vie en société, avec son lot de misère et de déconvenues, certes, mais sans nous faire courir en permanence les risques d'un naufrage imminent. C'est ma composite qui fait société à lui-même est aussi la seule instance dont la marge de liberté est suffisante pour sous-tendre une voie d'individualité. C'est dans la liberté de la parole à soi, dans sa latitude d'expérimentation et de fictionnement, dans son pouvoir de penser par soi-même et le pouvoir ontogonique de la voix qui nous incarne, que se trace le destin de l'individualité. Ce destin met en jeu aussi d'autres mobiles dont il a déjà été question, pluralité de voix qui nous habitent et dont aucune ne peut valablement revendiquer la préséance, asymétrie quant à la possibilité de se substituer aux autres et la connaissance de soi par rapport à celle des autres. Mais ce qui rend le destin de l'individualité réellement possible, c'est la dualité fonctionnelle de la parole intérieure qui fait d'elle l'agent du collectif par l'emploi de langues communes, avec tout celle-ci charrie du répertoire normatif, prescriptif, symbolique de la société, et en même temps le vecteur de l'individualité, en tant qu'elle est notre voix intime et porte-parole personnelle, source de l'autonomie du regard, vecteur et support des récits et fictions personnelles. Cette dualité fonctionnelle de la voix intérieure rend intelligible la solidarité indivisible du collectif de l'individuel, du social, du psychique dans le destin de l'homme. Ainsi, on pourrait dire aussi que le langage intérieur est en un sens constitutif du langage tout court, que la parole intérieure n'est pas un symptôme d'un soi dédoublé ou divisé, ou d'une dissidence intérieure. Cette parole, elle est ce qui fait émerger le soi. Un soi qui est certes composite, et
qui est incertain, toujours négociable, mais qui précisément est, est cette caractéristique très spécifique de l'intériorité psychique humaine. Je pense que j'étais assez rapide dans ce que je dis, mais peut-être ce serait mieux de pouvoir discuter davantage, et même si j'ai parlé d'une façon un peu précipitée. Mais comme j'avais peur d'être euh, de parler trop longuement.